J'ai achevé la précédente vidéo en mentionnant que cette transition discontinue, qui est au cœur de la théorie de la gravité avec versant obscur, pouvait être très choquante pour les physiciens compte tenu de leurs habitudes et réflexes de pensée usuels. Mais l'obstacle étant, selon moi, beaucoup plus de nature affective que véritablement technique ou mathématique, je veux dire plus lié à des préférences, des attachements à certaines idées plutôt qu'à des motifs rationnels, il me semble maintenant utile de faire une assez longue digression. Une théorie ne mérite le nom de scientifique que si elle se soumet à trois principales exigences. Elle doit être en accord avec les observations, bien sûr. Elle doit être logiquement consistante, mais aussi économe. Tout d'abord, elle doit bien sûr être en accord avec les observations. Et de ce point de vue, nous avons fait un bon bout de chemin avec la théorie de la gravité avec versant obscur dans les précédentes vidéos, bien qu'il nous en reste encore à parcourir pour être honnête. Nous avons en particulier montré qu'on pouvait s'attendre à ce que les prédictions de cette théorie ne dévient de celles de la relativité générale que de façon négligeable, quasi impossible à mettre en évidence dans de nombreux secteurs, y compris celui des trous noirs. Bien que nos trous noirs ne soient pas d'authentiques trous noirs, ce qui est une grande avancée théorique. Avoir des prédictions très proches de celles de la relativité générale est lié, je le rappelle, au fait que les termes dépendant de notre versant dominent ceux de l'autre versant dans l'équation de la théorie, avec versant obscur, qui devient donc dans ce cas pratiquement identique à celle de la relativité générale. C'est aussi le cas dans le secteur des ondes gravitationnelles. Je vais faire une petite parenthèse ici pour ceux qui maîtrisent bien la relativité générale. Nos ondes gravitationnelles doivent en toute rigueur propager des modes supplémentaires de ceux de la relativité générale. Mais je m'attends à ce que leurs effets soient négligeables dans l'univers actuel, toujours pour la même raison. Il s'agit de deux modes de spin 1 et deux de spin 0. Ces quatre modes de plus par rapport à la relativité générale ne peuvent en effet pas être éliminés comme en relativité générale par un simple changement de coordonnées, car nous avons perdu, du fait de la présence de la métrique de fond non dynamique, l'invariance de jauge de la relativité générale. Plus précisément, la théorie est toujours généralement covariante, mais les transformations générales de coordonnées affectent aussi la métrique de fond, ce qui fait que la théorie n'est plus invariante sous des transformations infinitésimales du champ gravitationnel seulement. C'est ce qu'on appelle l'invariance de jauge. Ceci dit, même si nous avons 4 modes physiques supplémentaires, donc à nouveau 2 de spin 1 et 2 de spin 0, comme j'ai dit, eh bien, comme nous n'avons pas non plus les identités de Bianchi à satisfaire, nous aurons 4 équations de plus pour décrire ces 4 modes physiques, comme il se doit. Et cela me permet de fermer la parenthèse. Pour le moment, donc, il semble que le seul secteur, en définitive, où nous pouvons faire des prédictions testables différentes de celles de la relativité générale est celui de la cosmologie, que nous avons abordé longuement aux précédentes vidéos. Et c'est là que nous avons rencontré cette fameuse discontinuité de champ ici, qui semble capable d'expliquer l'accélération de l'univers sans faire appel à une constante cosmologique. Nous verrons plus tard qu'il est non seulement désirable, mais même indispensable d'introduire d'autres types de discontinuité. La deuxième exigence pour une théorie scientifique est celle de cohérence interne. Une théorie est une construction rationnelle, devant donc obéir aux règles élémentaires de la logique, c'est-à-dire qu'un cadre théorique conduisant à des déductions contradictoires doit être bien sûr rejeté comme non scientifique. Je voudrais développer deux exemples importants dont l'un, le deuxième, a joué en particulier un rôle dans la genèse de cette théorie. Le premier exemple est l'écueil que constitue la possibilité d'avoir des boucles temporelles dans une théorie. Autrement dit, des phénomènes capables de remonter le temps et d'affecter le passé, ce qui conduit à des paradoxes bien connus. En effet, qu'est-ce qui m'empêcherait, si je pouvais influer sur le passé à volonté, qu'est-ce qui m'empêcherait de m'opposer à la rencontre de mes parents, en contradiction avec ma propre existence? Au passage,
cela suppose un total libre arbitre, même dans cette situation très singulière, ce qui n'est peut-être pas une hypothèse qui va de soi. Quoi qu'il en soit, la théorie de la relativité restreinte, si on la complète, ce qui se fait assez naturellement pour y autoriser les phénomènes à vitesse supérieure à la lumière, dits supraluminiques, autrement dit les tachyons, et donc des influences instantanées à distance dans certains référentiels, c'est-à-dire se propageant à vitesse infinie, eh bien cette relativité restreinte, elle conduit précisément à la possibilité de telles boucles temporelles. Voyons cela plus en détail. Supposons que je sois sur Terre, me voici, et que je dispose de la technologie pour envoyer un signal instantanément à un lointain astronaute, à une distance grand D de la Terre, et qui s'en éloigne avec une vitesse v. Donc je suis là, et j'envoie un signal instantanément à mon collègue astronaute qui se trouve dans la fusée, ici, à une distance d de la Terre. La fusée s'éloigne de moi à une vitesse v. Le temps de ce trajet, aller vers l'astronaute, est donc nul de mon point de vue, dans le référentiel bleu qui est le mien. Petit référentiel bleu que j'ai noté ici. Donc, le temps aller est nul, puisque la transmission est instantanée. Maintenant, l'astronaute qui dispose de la même technologie peut alors décider de me renvoyer immédiatement ce même message. Et il peut le faire peut-être également instantanément, pour lui. C'est-à-dire que T' du trajet retour sera égal à 0. C'est ce que j'ai mentionné ici en rouge. En rouge, donc dans le référentiel de l'astronaute, le trajet retour s'effectue en un temps nul. C'est pour ça que j'ai noté avec un prime ici. Cette durée du retour est donc nulle. Mais cette durée retour est nulle pour l'astronaute, mais elle ne l'est pas pour moi. Dans le référentiel bleu où je me trouve, la durée du retour, selon les lois de la relativité restreinte, ça va être égal à moins d fois v sur c2. Et c'est donc quelque chose de négatif pour moi. Du coup, puisque le temps retour est négatif, eh bien le temps total aller-retour, pour moi, c'est-à-dire la somme du temps aller et du temps retour, ça va être 0, moins dv sur c2, et ça va donc être négatif. Autrement dit, pour récapituler, via l'astronaute, via cet aller-retour, je me suis transmis à moi-même un message dans le passé, puisque le temps total aller-retour est négatif. On voit donc que selon la théorie de la relativité restreinte, ce genre de boucles temporelles deviennent concevables du simple fait d'autoriser les transmissions à des vitesses supérieures à celles de la lumière. Et voilà une situation fort embarrassante, et les physiciens en déduisent généralement qu'il faut interdire une telle possibilité, donc toute théorie prédisant des phénomènes pouvant se propager plus vite que la lumière, et donc a fortiori instantanément dans certains référentiels. Cela doit être prohibé sous peine de contrevenir aux règles de la logique la plus élémentaire, de menacer la causalité. Bien, je pense que ce faisant, les théoriciens vont trop loin et se coupent de possibilités théoriques tout à fait viables. Par exemple, dans l'exemple précédent, il a été supposé que moi-même et l'astronaute disposions de technos permettant d'envoyer des signaux instantanés du point de vue de chacun dans son propre référentiel. Les transmissions ont été ainsi supposées instantanées pour les émetteurs, ce qui fait que nous avons pu profiter d'au moins 2 référentiels d'instantanéité possibles, le mien à l'aller et celui de l'astronaute au retour. C'est bien dans mon référentiel bleu que le temps aller valait 0, et c'est bien dans le référentiel rouge de l'astronaute que le temps retour valait 0. Mais en fait, rien n'impose que les référentiels d'instantanéité, s'ils existent, puissent être en mouvement les uns par rapport aux autres, comme c'était le cas dans cette expérience de pensée. Ici, le référentiel rouge était en mouvement par rapport au référentiel bleu, et tous les deux étaient pourtant des référentiels d'instantanéité. Si au contraire il n'existe qu'un ensemble restreint de référentiels privilégiés d'instantanéité, tous au repos les uns par rapport aux autres, les voici par exemple,
alors les allées mais aussi les retours exploitant les transmissions instantanées seront toujours de durée nulle dans ces référentiels-là. Les temps allés, les temps retour sont nuls. Et donc de même pour les temps aller-retour, en particulier dans le référentiel R0 qui représente tous les autres référentiels ici. Il existe d'ailleurs une façon naturelle de choisir ces référentiels. Ce seraient tous les référentiels dans lesquels l'univers, tel que représenté par le fond diffus par exemple, est au repos. L'univers a toujours d'ailleurs défini une classe de référentiels privilégiés, ceux dans lesquels il est au repos. Mais ceux-ci n'avaient jusqu'alors aucun effet sur les lois de la physique elle-même. Il s'agit maintenant d'aller plus loin et permettre à ces référentiels d'être aussi les référentiels privilégiés d'instantanéité pour certains phénomènes très particuliers. Maintenant, dans tous les autres référentiels en mouvement par rapport à nos référentiels privilégiés, les temps aller et retour pris séparément, bien sûr, peuvent être non nuls et même négatifs, puisque ces référentiels sont en mouvement par rapport au référentiel R0 et tous les autres référentiels privilégiés, d'ailleurs. Mais le fait que le temps aller-retour soit nul dans un référentiel, ici R0, cela, ça garantit que le temps aller-retour le sera aussi dans tous les référentiels. Donc le temps aller-retour est nul dans n'importe quel référentiel. Ce sont les transformations de Lorentz, bien sûr, qui assurent cela, puisque le point de départ et le point d'arrivée sont les mêmes. Il n'y a donc aucune possibilité de remonter dans le passé dans ce cas, et il est dès lors tout à fait loisible d'envisager l'existence de cette catégorie de phénomènes à part, disposant de leur référentiel unique d'instantanéité, comme R0. Bien sûr, cela va à l'encontre de l'esprit de la relativité restreinte de supposer l'existence de tels référentiels, mais cela n'oblige pas à remettre en question les transformations de Lorentz, c'est-à-dire la structure de l'espace-temps. Nous les avons appliquées d'ailleurs à l'instant, pour en déduire qu'aucune boucle temporelle n'était possible grâce à ces référentiels privilégiés. Toutes les autres lois de la physique demeureraient par ailleurs inchangées, toujours aussi covariantes sous les transformations de Lorentz, et ne manifestant pas de référentiel privilégié. En fait, c'est quelque chose d'analogue qu'une interprétation réaliste forte de la mécanique quantique nous suggère de faire. Introduire un référentiel unique, privilégié, d'instantanéité pour certains phénomènes très particuliers, ça pourrait sembler choquant, complètement insensé, s'il n'y avait pas la mécanique quantique. Mais la mécanique quantique est bien parmi nous. Et quoi de plus singulier que le phénomène dit d'effondrement du paquet d'ondes, ou que celui de l'échange de quanta, tous deux en apparence instantanés, on dit aussi non locaux, en plus d'être discontinus. Et dès lors, quoi de plus naturel que d'envisager l'existence d'un référentiel privilégié, associé à ces phénomènes particuliers, à condition bien sûr de les prendre au sérieux, évidemment, ce qui est le cas si on n'a pas renoncé au fait que la physique est capable de décrire le réel en soi, et pas seulement nous fournir des recettes de calcul. Voilà en tout cas une façon constructive d'envisager des relations non conflictuelles entre d'une part la relativité restreinte et d'autre part la mécanique quantique, d'un point de vue réaliste fort, puisqu'avec l'assurance de l'existence de ces référentiels privilégiés d'instantanéité, on peut être rassuré. On sait qu'on n'aura pas à se soucier des paradoxes liés à d'éventuelles boucles temporelles. On le sait, les physiciens ont dans leur grande majorité opté pour la voie diamétralement opposée. D'abord, avec Einstein, ils n'ont pas pris au sérieux les influences instantanées à distance, qui sont pourtant au cœur du formalisme de la mécanique quantique. Elles étaient jugées incompatibles avec la relativité restreinte. Et pendant des décennies, ils ont recherché des alternatives plus locales, c'est-à-dire, en fait, dépourvues de ces influences à distance, si choquantes pour le bon sens, pour le sens commun. Cela jusqu'à ce que le couperet tombe. Les expériences d'Aspect, Alain Aspect, et par la suite de nombreuses autres expériences, ont mis en évidence la violation des inégalités de Bell, c'est-à-dire la preuve que les influences non locales existent bel et bien dans le monde réel, physique, et pas seulement dans la théorie. Dès lors, toute théorie prétendant être plus fondamentale et supplanter la mécanique quantique devra forcément, elle aussi, être non locale. Mais plutôt que de s'engager dans la voie
susceptibles de nous faire découvrir cette théorie explicitement non locale et plus fondamentale que la mécanique quantique, les physiciens l'ont considérée tellement répugnante a priori qu'ils ont alors préféré jeter le bébé avec l'eau du bain. En effet, ils ont massivement adopté la position positiviste, c'est-à-dire qu'ils ont en gros réagi en disant « Puisque le réel décrit par la mécanique quantique n'est pas local comme nous aimerions qu'il soit, alors nous allons dire que le réel est définitivement inaccessible, inconnaissable, irrémédiablement insaisissable. Et dès lors, nous ne considérerons les lois de la mécanique quantique que comme un ensemble de recettes que l'on applique et qui marchent bien, mais qui ne décrivent pas le réel en soi, et à propos desquelles, à propos de ces lois, il ne faut pas trop se poser de questions. Il ne faut surtout pas chercher à les interpréter. C'est le fameux calcul et tais-toi de la mécanique quantique. Pourtant, avoir un référentiel privilégié disponible pour les influences mystérieusement non locales de la mécanique quantique permettrait au contraire d'aborder ces phénomènes, de tenter de les décrire à un niveau plus fondamental avec une théorie résolument non locale, de façon complètement décomplexée, sachant que de toute façon de tels phénomènes, même s'ils sont réels, et même si d'aventure ils finissaient par s'avérer exploitables pour transmettre de l'information instantanée à distance, et bien même dans ce cas, ils ne produiraient pas les problématiques, les si problématiques boucles temporelles. Mais plutôt que d'envisager cela, les physiciens se sont réfugiés derrière le fait que de toute façon, les influences non locales de la mécanique quantique, en tout cas en l'état actuel de notre compréhension, ou plutôt devrait-on dire de notre incompréhension de la mécanique quantique, eh bien ces influences non locales ne semblent pas pouvoir être utilisées en pratique pour de la transmission d'informations instantanées à distance. Les physiciens ont dit en gros, pas de problème de boucle temporelle. Donc on peut se satisfaire de la mécanique quantique telle qu'elle est, inutile de tenter de creuser au-delà, inutile de s'intéresser en particulier à ces influences non locales pour elles-mêmes, car non, il n'y a rien au-delà des recettes opérationnelles de la mécanique quantique. Le réel en soi ne nous est de toute façon pas accessible, circuler, il n'y a rien à voir. Pour ma part, je pense qu'il est à peu près certain, au contraire, qu'en cherchant à décrire ces mystérieuses influences à un niveau plus fondamental, en les prenant au sérieux, on risquait de tomber sur des possibilités d'exploitation en pratique de ces phénomènes, perspective qui apparemment déplaît à beaucoup de monde. Mais à nouveau bien à tort, s'il suffit qu'existe un référentiel privilégié d'instantanéité, comme j'ai tenté de l'expliquer pour éviter ces problèmes. Si j'ai choisi de parler de cela, c'est que cette question aussi concerne la théorie de la gravité avec versant obscur. Car les transitions discontinues de l'univers tout entier ou d'une partie de l'univers, d'un régime à un autre, sont aussi des transitions non locales. Elles s'effectuent partout simultanément dans le domaine concerné. Il ne s'agit pas d'un phénomène qui se propage de proche en proche à vitesse subluminique, inférieure à la vitesse de la lumière. Et donc cela est susceptible de soulever le même type de problème, avec des boucles temporelles, et par conséquent, cela pourrait bénéficier du même type de solution. À nouveau, un référentiel privilégié d'instantanéité pour les transitions discontinues. La morale de cette histoire, c'est que l'exigence de cohérence logique, de consistance interne, qui est tout à fait légitime pour une théorie, est parfois invoquée excessivement, lorsqu'elle s'accompagne de mauvais présupposés, plus ou moins conscients, et alors cela nous coupe des voies théoriques qui mériteraient d'être explorées. En l'occurrence, ici, la voie des théories d'effondrement réalistes, résolument non locales, qui pourraient très bien se manifester à un niveau fondamental, d'une façon qui, tout en étant exploitable, ne menacerait pas la causalité par d'éventuelles boucles temporelles. Je vais maintenant développer un autre exemple qui concerne cette fois-ci spécifiquement les théories de gravité avec versant obscur. Il est bien connu que l'équation d'Einstein, que vous voyez ici, décrit comment le contenu de l'univers, par exemple la matière, ici à droite, peut sourcer la gravité, ici à gauche. Ce qui est souvent moins évident et ignoré par les débutants, les novices, est que cette même équation nous dit aussi comment la matière va se mouvoir sous l'effet de cette gravité. Il y a donc bel et bien le dialogue bidirectionnel
décrit par cette seule et unique équation que vous voyez là, l'équation d'Einstein. Voilà comment nous pouvons nous en convaincre. Il se trouve que le terme de gauche, le terme géométrique ici, satisfait une certaine contrainte mathématique par construction. C'est-à-dire que cette contrainte serait satisfaite même si le champ gravitationnel était quelconque, même si en particulier il ne satisfaisait pas les équations du mouvement. Cette contrainte, c'est ce qu'on appelle les identités de Bianchi. Elles nous disent que la dérivée covariante du terme de gauche est nulle. La dérivée covariante, c'est ce que vous voyez ici, avec le point-virgule nu. Donc, la dérivée covariante du terme géométrique est nulle. Évidemment, cela implique tout de suite que la dérivée covariante du terme de droite, celui-ci, doit aussi être nulle. Mais que signifie physiquement que la dérivée covariante du tenseur de la matière, ici, est nulle? Cette dérivée covariante, ici, c'est une écriture un petit peu compacte. Il faut savoir que la dérivée covariante, c'est quelque chose qui fait intervenir le champ gravitationnel, qui fait intervenir la métrique, qui aussi apparaît partout, à la fois dans G et dans T. Que signifie physiquement que la dérivée covariante donc, de ce terme, relativement donc à la métrique, le champ gravitationnel qui figure dans G et dans T, que signifie que cette dérivée covariante est nulle? Eh bien, cela signifie que la matière de ce terme de droite ici est soumise à cette métrique, à ce champ gravitationnel. En développant cette formule d'ailleurs et en l'appliquant, par exemple à la Lune dans le champ de gravité de la Terre, ce que vous voyez ici, on ne va trouver rien d'autre que les équations du mouvement de la Lune dans ce champ, c'est-à-dire comment elle gravite, comment elle tourne autour de la Terre. On parle souvent d'équations de conservation covariante de l'énergie-impulsion, ce qui me semble un peu usurpé, car cette loi de conservation est un peu incomplète. Plus précisément, ce que décrit cette loi, dans le cas particulier où le champ gravitationnel appliqué de l'extérieur est statique, c'est comment l'énergie potentielle gravitationnelle et l'énergie cinétique de la matière se transforment l'une dans l'autre, la somme étant conservée. C'est le cas en particulier tout au long de la trajectoire en réalité elliptique de la Lune autour de la Terre. À son périhélie, c'est-à-dire lorsque la Lune est à son point le plus proche de la Terre, c'est l'énergie cinétique qui est maximum et l'énergie potentielle qui est minimum. Au contraire, à son aphélie, lorsque la Lune est au plus loin de la Terre, c'est son énergie potentielle qui est la plus grande et son énergie cinétique qui est minimale. Mais la somme des deux énergies reste constante, elle est conservée tout au long du mouvement. Énergie cinétique plus énergie potentielle est conservée. Eh bien, c'est cela que nous décrit cette équation ici, qui peut paraître un petit peu formelle. Mais en fait, pour approfondir encore un peu plus, il est bon de signaler que cette équation peut décrire encore plus que cela. Car si, au contraire, le champ de gravité appliqué de l'extérieur est le siège d'ondes gravitationnelles, d'ondes qui s'échappent vers l'infini, par exemple, imaginons des ondes ici qui s'échappent, qui partent de la Lune et qui partent vers l'infini, des ondes de gravité, alors cette même équation, toujours cette équation-là, elle décrit que cette énergie qui s'échappe a dû être perdue par la Lune, qui donc perd de la vitesse. Et donc la Lune doit tomber en spirale vers la Terre. C'est un phénomène réel, bien qu'extrêmement faible. Donc, l'équation qui est ici, non seulement décrit le fait que la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle est constante, si le champ appliqué est statique, mais si le champ appliqué n'est pas statique, cette même équation décrit comment, également, la Lune tombe en spirale autour de la Terre. L'équation donc décrit tout cela, mais elle-même ne nous dit pas que des ondes gravitationnelles s'échappent en transportant de l'énergie. Pour obtenir ce résultat, nous avons besoin de l'équation d'Einstein complète, c'est-à-dire celle-ci qui est au-dessus. Ce que nous dit cette équation-là, c'est donc seulement comment le mouvement de la Lune va être affecté, va être modifié, si l'on connaît par ailleurs comment varie le champ gravitationnel, qui est donc ici un champ appliqué de l'extérieur et dont la dynamique se joue ailleurs. L'équation qui est ici ne décrit donc pas tout ce qu'il se passe. C'est plus une équation du mouvement pour la matière qu'une réelle équation de conservation, puisqu'elle est incomplète,
Et entre parenthèses, si l'on veut décrire de façon complète l'échange d'énergie entre le champ gravitationnel et la matière, on peut le faire, mais en introduisant des objets non tensoriels et avec des équations de conservation non tensorielles où figure la somme de l'énergie de la matière plus celle véhiculée par le champ gravitationnel lui-même. Somme qui doit être conservée, et là je peux refermer la parenthèse. Supposons que maintenant, ayant compris la signification de cette équation, nous voulions construire une théorie avec non pas un, mais deux champs de gravité. La manière la plus triviale de le faire, ça serait juste d'avoir deux équations d'Einstein séparées, avec deux gravités indépendantes, et aussi deux secteurs de champs de matière indépendants pouvant sourcer ces deux gravités indépendantes. C'est ce qui est écrit ici. On a donc une première équation d'Einstein pour une certaine gravité petit g, et là on a une deuxième équation d'Einstein, disons pour une autre gravité g tilde. Pour le moment, cela n'offre évidemment aucun intérêt. Pourquoi ? Parce que c'est comme si on avait deux univers parallèles sans la moindre interaction entre eux. Il n'y a pas la moindre connexion, pas le moindre couplage entre ce qui est dans cette équation et ce qui est dans la deuxième. Autrement dit, si nous sommes dans l'un de ces univers, celui-ci décrit par cette équation, on peut tout aussi bien ignorer l'existence de l'autre. Donc ça n'a aucun intérêt physique. On pourrait donc, pour que cela devienne plus intéressant, avoir envie d'introduire un couplage entre les deux équations, et pour introduire cette influence entre les deux secteurs, on est tenté de permettre à la matière qui est dans un des secteurs, cette matière-là, d'apparaître aussi à droite ici de l'équation qui gouverne le deuxième secteur. On a donc la matière qui était dans la première équation, qui va aussi se trouver dans la deuxième équation et sourcer la gravité de la deuxième équation. Évidemment, si on fait cela, si on introduit cette matière ici, c'est qu'en même temps, on va aussi, pour garder la symétrie, introduire la réciproque, c'est-à-dire qu'on va introduire ce champ-là de matière aussi bien à la droite ici de la première équation. Seulement voilà, cela cause problème. La même matière, en fait, ne peut pas simultanément se trouver à la source de la première et de la deuxième équation. On ne peut pas avoir ce même grand T ici, dans cette équation et aussi ici. Et ce, sous quelque forme que ce soit, car cela voudrait dire que cette matière, conformément à ce que nous avons expliqué plus haut, ce que nous avons compris, cette même matière est soumise à deux équations du mouvement alors, deux équations différentes, puisque cette même matière satisfait deux identités de Bianchi différentes, que vous voyez ici. Donc la matière qui est dans le champ T doit satisfaire l'identité de Bianchi relativement à la métrique G de cette équation, mais en même temps, elle devrait maintenant satisfaire l'identité de Bianchi relativement à la métrique G tilde de cette deuxième équation, les deux simultanément. Et le problème, c'est que chacune des équations qui est ici, elle signifie physiquement quelque chose. Celle-ci signifie que la matière tombe dans le champ G, tandis que celle-ci signifie que la même matière, tombe dans le champ G tilde. Et cela, évidemment, ça n'a pas de sens, sauf à supposer que les deux champs sont identiques. Une même matière ne peut pas subir deux équations du mouvement différentes dans deux champs de gravité différents. Cela conduirait à des trajectoires incompatibles. D'un autre côté, si les deux gravités sont exactement les mêmes pour rendre les équations compatibles, et bien du coup ça fait perdre tout intérêt à cette théorie, puisque en fait on aurait juste dupliqué tous les champs et qui demeurent tous identiques. Je voudrais insister sur ce point. Ces deux équations, par exemple, on peut les appliquer au cas d'un univers homogène. Et dans ce cas-là, cette équation-là, si on suppose en plus que la pression est négligeable, elle aboutit au fait que la densité va se diluer en 1 sur A cube, où A est le facteur d'échelle de la métrique G. Mais simultanément, comme cette équation doit être vérifiée, cela signifie que la matière, ce même ρ, doit se diluer en 1 sur A tilde cube, où A tilde est le facteur d'échelle de la métrique G tilde. Vous voyez tout de suite que ces deux équations ne sont compatibles que si les deux facteurs d'échelle sont identiques. Il est donc en fait tout à fait illusoire d'introduire une même matière à la source de deux équations d'Einstein différentes, en espérant des solutions différentes pour le champ de gravité de ces deux équations. Et le fait de les réécrire avec des tenseurs mixtes ou quoi que ce soit d'autre n'y change d'ailleurs strictement rien.
On pourrait alors être tenté de fabriquer à partir du champ de matière qui est ici, un autre champ de matière qui lui tombe dans la gravité G tilde. Donc à partir d'un champ de matière qui tombe dans la gravité G, on fabriquait un autre qui tombe dans la gravité G tilde et qui pourrait donc figurer à droite de l'équation, de la deuxième équation. Cela voudrait dire que tout corps aurait alors une espèce de double, tandis que lui-même tombe vers le bas, par exemple dans le champ de gravité de la Terre, son double, lui, tomberait vers le haut si la deuxième gravité est une gravité répulsive. C'est précisément ce que l'on cherche à avoir dans les théories avec versant obscur. Et bien sûr, dans ce cas-là, le corps et son double ne peuvent pas s'identifier. Ils ont vraiment deux équations du mouvement différentes. Et cela implique qu'évidemment, ces deux champs en réalité sont indépendants. Ou alors il doit y avoir un champ supplémentaire à introduire entre les deux champs, avec une dynamique complètement ad hoc. On navigue là dans un genre de bricolage qui confine à l'absurde le plus total. Mais parfois les mathématiques, quand on ne se pose pas suffisamment sérieusement la question de leur signification physique, font souvent prendre toutes sortes de vessies pour des lanternes. Vous me voyez venir avec mes gros sabots. Il y a bien sûr une solution élégante à ce problème. Si l'on veut fabriquer effectivement une théorie à deux versants, il ne faut pas deux équations, puisque ça va être très difficile d'avoir deux équations compatibles. Il ne faut donc pas dédoubler l'équation d'Einstein, mais plutôt dédoubler le champ, ça c'est vrai, en deux versants, mais d'avoir une unique équation avec le terme de gauche, le terme géométrique ici, qui doit être modifié avec une partie qui fera intervenir le champ G et une autre partie qui fera intervenir le champ G tilde. Donc deux termes du côté gauche, c'est-à-dire du côté géométrique de l'équation d'Einstein modifiée. Et c'est ce que nous avons fait, c'est ça qui nous a conduit à la théorie de la gravité avec versant obscur. Dans ce cas-là, on n'a plus de contraintes liées aux identités de Bianchi, car celles-ci ne sont plus valables, et en plus, elles n'ont même plus d'équivalent dans notre théorie de la gravité avec versant obscur. Vous voyez comment l'exigence de cohérence interne, de consistance logique, ici, c'est-à-dire d'avoir des équations, en l'occurrence compatibles entre elles, peut guider efficacement vers la bonne théorie. Elle a joué véritablement un rôle important pour m'aider à trouver la théorie de la gravité avec versant obscur que je vous expose depuis le commencement de cette série de vidéos. La troisième exigence pour une théorie scientifique est celle qu'il est aussi le plus tentant de négliger, surtout dans les périodes de l'histoire des sciences où l'on est un peu perdu, où l'on tâtonne. Il s'agit de l'exigence d'économie maximale, synonyme d'unification maximale également, et qui garantit aussi la prédictivité maximale. Pour bien mettre en lumière cela, je vais à nouveau développer une analogie, celle du peintre et de la peinture. Le peintre examine avec soin une scène du monde réel, comme celle-ci, et va tenter de la reproduire en détail sur le tableau, en utilisant son propre langage, celui de la peinture. Et voilà ce à quoi il va aboutir. De même, le scientifique, lui, scrute les phénomènes naturels et parvient aussi à les représenter dans son propre langage, qui est celui des mathématiques. À ce point, il s'agit donc dans les deux cas d'une démarche purement descriptive, mais qui dans les deux cas peut être couronnée de succès et tout à fait bluffante, comme dans le tableau ici représenté. Il y a d'ailleurs eu souvent dans l'histoire des sciences des périodes où la science n'a fonctionné que comme cela, notamment avec la mécanique quantique. Les scientifiques n'ont rien fait de plus que d'introduire au fur et à mesure les outils mathématiques adéquats pour décrire les structures qui leur étaient dictées par les observations. Le modèle standard de la physique des particules s'est aussi construit surtout sur ce mode-là également. Mais la science, ce n'est pas seulement cela, car il y a aussi une autre démarche qui parfois produit des avancées fulgurantes. Celle-ci consiste à identifier un petit nombre de principes, de postulats initiaux, le plus petit nombre en fait, à partir desquels le tableau tout entier peut être déduit par pure nécessité, c'est-à-dire par le raisonnement. La construction scientifique n'est donc pas seulement une représentation fidèle de la réalité, mais aussi un édifice rationnel qui se doit d'être extrêmement économe. Et voilà en définitive ce que l'on cherche à faire en suivant cette méthode. On a symbolisé ici les principes fondateurs par des sortes de couleurs primaires,
Et l'on cherche à aboutir au tableau final sans céder de l'observation ou presque par la pure déduction en partant de ces principes. Donc voilà à peu près ce que l'on cherche à faire. En particulier, il ne s'agit pas d'ajouter un ingrédient supplémentaire pour rendre compte de chaque nouvel élément du réel, mais au contraire de voir comment celui-ci, ce réel, peut se déduire des principes déjà existants. Il s'agit aussi de comprendre que certains phénomènes, apparemment indépendants des autres, ne correspondent en fait qu'à une autre façon d'observer les autres phénomènes que l'on connaissait déjà. Ainsi, le principe d'économie assure aussi la puissance unificatrice de l'édifice scientifique, et parfois impose aussi un certain réductionnisme. Lorsqu'on a vu juste et que les principes sont les bons, c'est alors que la science accomplit des prodiges. Elle prédit des phénomènes que l'on n'avait pas observés jusqu'alors. Comme ici, si vous regardez attentivement, vous voyez un oiseau tout en bas, un petit oiseau, qui n'apparaissait pas sur la scène réelle. Est-ce à dire alors que la construction théorique doit être revue et corrigée, étant manifestement en désaccord avec la scène observée? Non, bien sûr, car bientôt, de plus fins observateurs pourront remarquer que la même scène aurait dû être observée un petit peu plus tard. Comme vous le voyez, le bateau ici est en retrait par rapport à celui-là. Et si on avait observé la scène un peu plus tard, on en aurait déduit qu'un oiseau s'est posé à cet endroit. Ce qu'on peut même vérifier en retrouvant la vidéo et en retrouvant la photo correspondante. On voit que dans ce cas-là, du principe d'économie, découle donc la puissance unificatrice, mais aussi la puissance prédictive. Il y a bien évidemment un va-et-vient entre les deux démarches, la démarche descriptive et la démarche déductive qui part des principes fondamentaux. Mais il est certain que dans l'histoire des sciences, les périodes de progrès les plus fulgurantes ont découlé de la deuxième démarche plutôt, tandis que la première, uniquement descriptive, correspond surtout à une période de tâtonnement, plus ou moins longue, consistant à accumuler des données et à plaquer dessus des modèles mathématiques pas forcément très économes. Parfois, quand le tâtonnement perdure, on est même tenté de renoncer à croire complètement à l'existence des principes unificateurs plus économes. On finit par s'attacher au modèle. Cela revient en fait à considérer bien à tort que les périodes de progrès fulgurantes du passé, comme par exemple celles qui ont conduit à l'avènement de la relativité générale, n'ont été finalement que d'heureux hasards liés à d'heureuses circonstances et auxquels il conviendrait de ne pas accorder une importance démesurée. C'est pourquoi cette lassitude me semble si dangereuse, car c'est un phénomène bien humain, mais elle aboutit en fait à une forme de renoncement à faire de la vraie science, c'est-à-dire celle qui doit répondre à l'impératif d'économie maximale. Par conséquent, conscient de cela, même dans les constructions qui nous semblent les plus abouties aujourd'hui, il faudrait pour bien faire, au contraire, sans cesse continuer de traquer les indices d'une unification inachevée, les indices de principes ou postulats superflus ou même erronés. C'est à cette condition seulement que de nouveaux principes, encore plus unificateurs, pourraient émerger, et avec eux, tout un nouveau pan de physique se trouverait élucidé ou dévoilé. Ayant les idées un peu plus claires sur ce que l'on doit attendre, ce que l'on doit exiger d'une théorie scientifique, il n'est pas superflu de rappeler au passage ce que par contre la science n'est pas nécessairement. Comprendre scientifiquement, ce n'est pas ramener des phénomènes nouveaux à des connaissances antérieures que nous tirons de notre expérience quotidienne. Tant que l'on étudie la physique classique, on peut être victime de l'illusion du contraire, car quelle que soit la complexité de l'attirail mathématique mise en œuvre, les concepts de base ne sont au fond que des extensions, plus ou moins formalisées, de notions qui nous sont familières, et dont nous avons fait continuellement l'expérience quasi charnelle depuis notre plus tendre enfance. Comme le fait que l'on se fait plus mal en tombant de haut, ou qu'il est plus facile d'ouvrir la porte en poussant loin de son axe. Certes, il y a une forme de réductionnisme dans la démarche scientifique, puisque tout doit se déduire, donc en fait se réduire à un certain nombre de postulats initiaux. Mais ces derniers ne sont en rien tenus d'être empruntés à l'expérience familière. Ils ont au contraire tendance à devenir de plus en plus abstraits, de plus en plus dématérialisés, et c'est à ce prix-là qu'ils deviennent en définitive plus simples et plus efficients.
Les nostalgiques plus ou moins intégristes de la physique classique, qui tentent encore de balayer d'un revers de la main la relativité restreinte ou la mécanique quantique, sans avoir d'ailleurs pris la peine d'étudier ces théories jusqu'au bout, tant elles les révulsent, et qui voudraient les remplacer par une théorie de leur cru qui soit moins dissonante sur le plan cognitif, c'est-à-dire plus conforme à leurs intuitions charnelles. Ces nostalgiques sont en totale perdition dès le point de départ, n'ayant pas compris ce point essentiel. Mais même certains théoriciens sont vulnérables de cette même croyance, lorsqu'ils manifestent un acharnement suspect, par exemple, à ne vouloir étudier que des théories locales. C'est sans doute car ils sont encore imprégnés de philosophie mécaniste, et cela parfois les pousse, lorsqu'ils sont déçus par les phénomènes quantiques, à tout abandonner, le réalisme scientifique, le déterminisme, à ériger toutes sortes de barrières définitivement infranchissables. Bref, jeter le bébé avec l'eau du bain, comme nous disions plus haut. Comprendre scientifiquement, ce n'est pas non plus nécessairement dévoiler de richissimes structures mathématiques d'une beauté subjugante. Certains brillants chercheurs en physique mathématique sont très vulnérables à cette autre illusion, justement, du fait de leur rare prédisposition, et seraient tentés de penser ainsi en leur fort intérieur. Ces 6 extraordinaires structures mathématiques ne peuvent pas ne pas avoir leur pendant dans l'univers réel. Force est de constater qu'aujourd'hui, ceux qui sont fascinés par les univers mathématiques d'une richesse inouïe nous entraînent vers des paysages de plus de 10 puissance 100 théories possibles. L'exact contraire du principe d'économie que j'évoquais plus haut. Mais peut-être devons-nous encore leur laisser le bénéfice du doute. Je n'ai moi-même jamais approfondi la théorie des cordes, mais je suis assez sensible à la nature des critiques de scientifiques ex-experts dans le domaine, et non des moindres, et qui s'expriment maintenant quasiment comme des repentis. En particulier, ce n'est pas sans un certain effroi que j'ai pris connaissance de la citation d'un éminent supercordiste qui aurait dit « Si une théorie réussit là où nous avons échoué, nous l'appellerons encore théorie des cordes. » Enfin, comprendre scientifiquement, ce n'est pas non plus se détourner trop vite et pour plus de facilité du principe d'économie, pour s'abandonner à une démarche purement descriptive, quels que soient ses succès apparents d'ailleurs. Cela en plus en toute bonne conscience, si l'on se dit qu'il faut laisser cette tâche à des gens a priori plus doués que nous, car il pourrait bien s'agir des physiciens mathématiciens avec cette redoutable vulnérabilité que j'évoquais à l'instant. Le modèle standard de la cosmologie fonctionne et est une construction très économique relativement à la quantité de phénomènes dont il rend compte. Mais même d'un point de vue économique, cette construction est encore très imparfaite. Les ingrédients sur lesquels il repose, ce modèle standard, la matière noire et l'énergie noire, demeurent parfaitement énigmatiques. Ni l'un ni l'autre ne découle de façon univoque de principes premiers sur lesquels sont bâties les théories modernes qui ont fait leurs preuves. En effet, ces principes ne sont manifestement plus suffisamment contraignants, car il existe une multitude de termes possibles que l'on peut essayer de rajouter à gauche, ici, plutôt des termes de gravité modifiée, y compris une constante cosmologique, ou à droite, ici, de l'équation d'Einstein, matière noire, énergie noire, à chacun selon ses goûts, ou peut-être, allez savoir, ses convictions politiques. Alors, pourquoi une constante cosmologique plutôt qu'autre chose? Et pourquoi avec cette valeur-là que rien ne semble relier au reste de la physique connue? Et ne parlons pas des 26 paramètres libres du modèle standard de la physique des particules, lui aussi reposant en définitive sur la mécanique quantique, tant de valeurs inexpliquées qui semblent suggérer fortement que ce ne serait pas l'expérience qui serait en retard sur la théorie, mais bien plutôt l'inverse, et donc probablement que si l'édifice échoue à rendre compte de tous ces nombres, c'est qu'il pourrait bien comporter des failles sérieuses, nécessitant des remises en question plus radicales que ce que l'on croyait. Enfin, les théoriciens s'imposent pour construire leur théorie de nombreuses barrières, de nombreuses contraintes qui ne sont pas toujours si convaincantes que cela examinées à la loupe, comme le fait de tenir pour acquis que la gravité doit être quantique, par exemple, alors que la mécanique quantique elle-même est une énigme, et que plus d'un siècle d'efforts surhumains pour quantifier la gravité n'ont pas réussi à aboutir à un consensus.
L'indépendance de fond est un concept qui suscite également beaucoup de passions. Des passions qui sont toujours suspectes dès qu'il s'agit de science, surtout lorsque ces passions deviennent collectives, aussi bien chez les théoriciens des cordes que ceux de la gravité quantique à boucle d'ailleurs. Également le traitement des solutions d'énergie négative en théorie quantique des champs, la manière dont ces solutions ont été purement et simplement évincées d'autorité du formalisme, a également de quoi laisser perplexe, ces solutions étant par ailleurs omniprésentes lorsqu'on résout n'importe quelle équation de champ relativiste. Encore peut-être une barrière que l'on pourrait remettre en question. La démarche que j'ai donc privilégiée a été depuis le début de questionner les fondements ou les principes eux-mêmes afin d'y déceler d'éventuelles failles, et c'est ce qui m'a conduit à la théorie de la gravité avec versant obscur. Il faut y compris suspecter des failles à la racine, au fondement de la physique moderne, en particulier liées au fait que nous aurions justement négligé de poursuivre notre exploration de la mécanique quantique elle-même, la théorie sur laquelle devrait reposer en définitive toute la physique moderne jusqu'à preuve du contraire. C'est sur cela que je voudrais me concentrer maintenant. La mécanique quantique est-elle une théorie satisfaisante du point de vue des trois principales exigences que nous avons explicitées? Et sinon, dans quelle direction des efforts devraient être prioritairement consacrés pour y remédier? La théorie de la gravité avec versant obscur nous fournit-elle des outils en ce sens? Nous verrons cela à la prochaine vidéo, et cela pourra même nous guider dans nos choix pour résoudre les problèmes qui ne manqueront pas de surgir à nouveau dans notre exploration de cette nouvelle théorie.